Bonjour, coup de projecteur sur les scopes et sur l'accessibilité numérique dans ce numéro de Label Entreprise, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Harmonie Altigné, fondatrice d'Access 42. Harmonie, bonjour. Bonjour. Quelle est l'activité d'Access 42 ? Alors, nous sommes spécialisés en accessibilité numérique avec un pôle de conseil et un pôle formation. Nous accompagnons donc des clients à la fois publics et privés de toute taille pour rendre leur site web ou leur logiciel accessible, c'est-à-dire accessible aux personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu justement alors ce que c'est que l'accessibilité numérique? Ça concerne qui et c'est pour faire quoi? Alors, l'accessibilité numérique, c'est rendre les sites web, c'est pour ça qu'on dit numérique et pas uniquement web, donc c'est les sites web mais aussi les logiciels, les postes de travail, les documents bureautiques, etc., accessibles aux personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit compatible avec l'accessibilité. Compatible avec l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit uniquement une version alternative, mais qu'un même logiciel, un même site web puisse fonctionner pour différentes situations. Donc qu'on soit handicap moteur, qu'on ne puisse pas utiliser sa souris, qu'on doive utiliser uniquement le clavier, qu'on soit aveugle et qu'on utilise par exemple un logiciel de lecture d'écran couplé à une synthèse vocale qui va énoncer tout ce qu'il y a sur l'écran, ou à une plage braille, c'est des petits picots qui se lèvent et qui se baissent pour dire ce qu'il y a à l'écran aussi. Ou qu'on soit une personne sourde, malentendante, qui a besoin, quand elle voit une émission comme une émission de télé, de sous-titrage pour pouvoir accéder au contenu. Donc, c'est un même contenu qui doit être compatible avec ces différentes situations. Et alors, pour compléter, il y a souvent un double écueil. C'est soit on pense que l'accessibilité, c'est juste ça, donc c'est simple. Donc du coup, oui, mais moi c'est déjà accessible. On utilise des outils automatiques et c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis l'autre écueil, c'est l'écueil inverse. C'est de dire, oh là là, c'est extrêmement compliqué, il y a des normes, c'est trop compliqué, j'arriverai pas à le faire, il y a trop de situations difficiles. Et donc la clé, c'est vraiment de se former parce qu'en réalité, c'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux. Ça nécessite de la formation, mais ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas vraiment d'excuses pour ne pas le faire. Est-ce que c'est cher et est-ce que ça veut dire pour une entreprise qui a son site internet qu'il va falloir tout refondre le site internet par exemple? Ça dépend. Ça dépend de l'état du site au départ. Donc s'il a été fait de manière qualitative en respectant les standards de son langage, même sans penser à l'accessibilité, il faisait de l'accessibilité sans le savoir peut-être, et donc il n'y aurait pas forcément beaucoup de travail. Si le travail a été fait avec des copier-coller de code, sans trop réfléchir, et que c'est justement pas du tout accessible, ça peut être beaucoup moins coûteux en fait de faire une refonte. Donc ça dépend. Où en est aujourd'hui la législation? Est-ce que c'est obligatoire pour tout le monde, entreprises privées comme organismes publics, à ce que leur site, pas uniquement Internet, mais tout leur espace numérique soit accessible? Avec le développement du numérique, en fait, notre vie est numérique. C'est-à-dire que si on n'a pas accès au numérique, on ne peut pas travailler, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas faire ses courses, on ne peut pas se divertir, accéder à la culture, se former. Donc il y a une loi en fait, qui est ancienne, qui était faite avant le temps du numérique, mais qui s'applique tout à fait, qui est la loi anti-discrimination. Et donc si on n'accède pas à un service en raison de son handicap, fût-il numérique, on fait de la discrimination. Et donc la discrimination fondée sur le handicap, c'est une obligation, c'est un refus d'aménagement raisonnable. Il y a donc une obligation d'aménagement raisonnable. Même si on ne le fait pas exprès, si on sait qu'on aurait dû faire un effort et qu'on ne le fait pas, c'est pas prioritaire, c'est pas dans le budget, on préfère développer une fonctionnalité qu'on trouve sympa, qui sert à rien, mais voilà. On fait un refus d'aménagement raisonnable et dans ce cas, on fait de la discrimination et c'est passible effectivement de la loi traditionnelle. Puis il y a une autre loi qui est la loi de 2005 sur l'accessibilité, sur le handicap, et qui a un article spécifique à destination du service public. L'article 47 de la loi 2005, qui demande à ce que les services de communication publique soient accessibles. Ils avaient 3 ans à partir de la publication du décret, donc mai 2009. Donc depuis 2012, tout devrait être accessible et on en est loin. Alors, si vous voulez rendre vos espaces numériques accessibles, si vous ne voulez pas être condamné, et si vous voulez avoir du conseil, n'hésitez pas à contacter Access 42 qui viendra vous éclairer et vous former sur ces différents points. L'autre raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous accueillir, c'est que vous avez créé votre entreprise sous forme de scope. Alors, pourquoi vous avez décidé d'avoir une scope ?
Alors au départ, j'ai créé ma société, ça s'appelait ACS Horizon, c'était en 2007. C'était dans une coopérative d'activité et d'emploi. Donc c'est du portage salarial déjà sous forme de scope, donc pour une question d'affinité, de valeur. Et en 2008, comme ça marchait, j'ai fondé une EURL, donc une société où j'étais toute seule. Et on ne peut pas être en scope quand on est tout seul, il faut être au minimum 2. Et donc ça ne me satisfaisait pas d'être toute seule, mais ce n'est pas toujours évident de trouver des partenaires. Et puis j'ai créé mon entreprise parce que j'ai moi-même des problèmes de santé. J'avais besoin de créer mon propre emploi. Et donc j'avais besoin de me prouver aussi que j'étais capable. Donc j'ai passé quelques années et ça s'est plutôt bien passé. J'ai écrit un livre sur l'accessibilité numérique. J'ai gagné des marchés toute seule aussi, donc je me suis rassurée peut-être quelque part. Et puis justement, ça marchait tellement bien qu'il fallait que j'embauche pour pouvoir répondre à la demande. Et j'ai un peu paniqué, je savais pas, j'étais pas préparée à créer une entreprise. Encore une fois, c'était plus un choix par défaut pour pallier mes problèmes de santé qu'une ambition d'être chef d'entreprise. Et donc, du coup, je me suis posé la question et finalement, je me suis dit, j'ai envie de créer un vrai projet collectif et j'ai écrit un billet de blog. Donc, sur mon blog personnel, puisque je suis dans le web, donc j'ai un blog que je ne mets pas beaucoup à jour, en disant, besoin de collectif, est-ce que des gens ont envie de me rejoindre et qu'on crée quelque chose. Et en fait, il y a des gens que je connaissais, mais j'ignorais qu'ils étaient dans cette même logique, qui m'ont écrit. Et donc, on a même répondu ensemble à des marchés. On a gagné ce fameux marché de l'État où on fait les normes d'accessibilité de l'État. Et du coup, on a créé en septembre 2014 Access 42. Donc d'abord sous forme de SARL, parce qu'on est obligé d'abord d'être plusieurs pour pouvoir se transformer en scope. Et donc, 3 mois plus tard, en scope, c'était la logique de départ. Et pourquoi la scope? Donc ça vient de moi vraiment, puisque mes associés ne connaissaient pas forcément au départ, ou c'était pas une demande de leur part. Donc c'est à la fois pour les valeurs, mais c'est aussi, ça correspond bien à notre modèle économique, puisqu'on n'a pas besoin de faire de levée de fonds importante. Et notre objectif, c'était mon objectif au départ, mais c'est un objectif qui est partagé, c'est à la fois de pérenniser nos propres emplois, mais ça va au-delà, c'est de rendre le monde plus accessible. Et donc l'argent, finalement, c'est pas le but. C'est un moyen. Donc effectivement, pour pérenniser les emplois, pour faire des choses, il faut qu'on se développe. Donc on a besoin de croissance actuellement. Mais ce n'est pas quelque chose à terme. On veut absolument de l'argent pour rembourser des actionnaires. Notre objectif, c'est vraiment de rendre les choses plus accessibles et de faire un travail qui nous plaît. Et voilà, dans de bonnes conditions. Alors, quelles sont les valeurs que vous partagez avec les SCOP? Au-delà du fait que, au sein de la SCOP, ce n'est pas l'argent qui règne, quelles sont les autres valeurs que vous retrouvez dans la SCOP? Au tout départ, on parlait de sociétés coopératives ouvrières de production. Donc, c'était un peu le même principe. C'était des ouvriers qui reprenaient leur propre entreprise dans l'industrie, des choses comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle société coopérative et participative. Et donc, ça correspond bien, en tout cas, au modèle que je m'en fais. Donc parfois je définis Access 42 je me définis comme animatrice de la colo Access 42. Et donc c'est plus un rôle d'animation, mais la décision est vraiment prise collectivement. C'est pas un mode obligatoire dans les scopes. On peut faire du management de manière totalement autrement. Mais comme je suis très impliquée dans le mouvement du logiciel libre, c'est quelque chose que je fais spontanément. Donc voilà, ça correspondait très bien, le côté participatif. Et puis, je pense que c'est du bon sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir de l'industrie des machines, il doit prendre soin de ces machines pour que ça marche, parce que c'est quand même ça qui va lui permettre de faire vivre son entreprise. Quand c'est de l'humain qui est derrière, et nous, en plus, on fait du service, donc il n'y a que ça, c'est important aussi que les personnes qui y contribuent, quel que soit le niveau, il y a aussi une assistante qui est en alternance, mais elle contribue à la richesse de l'entreprise, et c'est normal qu'elle ait du coup une participation aux bénéfices. Donc c'est un des éléments de la SCOP. Vous êtes combien de salariés à travailler pour la SCOP aujourd'hui? Alors, on est une équipe de 6. Ouais. Il y a une des associées qui n'est pas encore embauchée complètement, parce qu'on est en croissance. On est 4 associés, et donc 5 salariés, dont une qui est en alternance, mais qu'on espère garder quand elle finit ses études. Et qui aura vocation également à devenir associé. Alors ça, c'est une clause, ce n'est pas une obligation, mais dans nos statuts, on impose qu'au bout de 2 ans, les salariés se portent candidats pour être associés. Sinon, ils sont déclarés démissionnaires. Donc, ce n'est pas du tout un choix que tout le monde fait, mais donc nous, l'objectif, c'est vraiment de construire dans la durée un projet collectif. Et donc, oui, elle a forcément vocation à être associée.
Est-ce que c'est difficile de gérer une SCOP? Vous avez utilisé l'image d'animatrice d'une colo, enfin, ou d'une équipe, mais quand il faut prendre des décisions qui sont importantes, vous vous retrouvez avec les salariés qui sont associés, tout le monde a voix au chapitre. Est-ce que c'est compliqué de prendre une décision au sein de votre SCOP? Alors, c'est pas compliqué. Parce que, mais encore une fois, il y a autant de management que de managers, je pense, et c'est vrai aussi dans le cadre des scopes, parce qu'il n'y a pas d'obligation que tous décident en commun. L'obligation, c'est qu'une personne, une voix, un associé, une voix, peu importe le capital. Donc, encore une fois, c'est le travail et la personne prime sur le capital. L'obligation, c'est aussi que le responsable, la gérance, soit élu. Donc j'ai été élue gérante du coup, mais ça pose pas de problème non plus. Et après, on peut décider aussi de voter seulement une fois par an, c'est l'obligation lors de l'Assemblée générale. On n'est pas obligé de voter sur tout. Après, c'est un choix personnel d'animation. Évidemment, je ne vais pas leur demander leur avis pour acheter un timbre ou faire un investissement pas important. Mais il me semble que de toute façon, quand c'est des choix stratégiques importants pour l'entreprise, de toute façon, la stratégie, elle sera appliquée par tout le monde pour que ça marche, et donc autant les associer à la décision. On peut rappeler à travers votre cas que créer une SCOP, ce n'est pas forcément pour reprendre une activité en difficulté, que vous, ça allait très bien, que ça va encore très bien. C'est le contraire en fait, oui, pour nous. C'est-à-dire que c'est la SCOP qui a permis de gérer votre croissance et c'est parce que vous êtes en SCOP que vous avez une croissance. C'est pas parce qu'on est en SCOP qu'on a une croissance, mais c'est parce qu'il y avait de la croissance, donc l'entreprise allait très bien, que j'ai eu envie de passer à l'étape suivante et de m'agrandir et donc de créer cette SCOP, de faire ce projet collectif. Et encore, moi, je reprends mon premier argument. Est-ce que le fait d'être une SCOP ne participe pas à la croissance? Pour deux raisons. La première, c'est que les salariés associés sont peut-être plus impliqués que dans une entreprise classique. Et deuxièmement, donc vous avez dit que vous travaillez pour des clients publics, donc vous répondez à des appels d'offres. Est-ce que l'argument d'être une SCOP, est-ce que ce n'est pas un petit avantage qu'on a par rapport à une entreprise classique? Alors, paradoxalement, c'est plus dans le privé. D'accord. Donc, en l'occurrence, c'est un avantage, le côté économie sociale et solidaire, qui peut toucher les grands comptes, voilà, et qui rassure aussi, parce qu'on n'est pas là. Comme on est dans le conseil, on peut dire aussi vos tarifs sont élevés, vous êtes là pour nous arnaquer. Nous, ce n'est pas l'objectif, donc de toute façon, notre statut prouve aussi que ce n'est pas l'objectif. Par contre, en termes d'image de communication, oui, effectivement, on est fiers d'être une SCOP et on le revendique d'autant plus facilement. On a un vrai accompagnement de l'Union régionale des SCOP d'Île-de-France, donc, qui, par exemple, on avait fait un petit communiqué de presse pour annoncer nos formations, puisqu'on lance un nouveau centre de formation qui a été relayé par l'Union régionale des SCOP. Je suis ici aussi par l'Union régionale des SCOP, donc, qui nous soutient et on sent vraiment dans le réseau. Et l'histoire de la motivation, je pense que c'est un vrai critère aussi. J'entendais ce matin à la radio qu'il y a une espèce de classement des entreprises qui sont les plus vertueuses pour leurs salariés et qui motivent le plus. Dans le secteur du numérique, c'est très difficile, c'est très concurrentiel, c'est très difficile de retenir les gens. On a du mal à s'imaginer très longtemps dans la même entreprise. Contrairement aux générations précédentes, parce que la précarité s'est totalement institutionnalisée et que les gens, du coup, n'ont pas forcément envie non plus, ils n'arrivent pas à l'imaginer. Et le fait d'être en SCOP et de dire vous créez, mais vous allez devenir associé et les résultats, les bénéfices, vous en aurez une part. De toute façon, c'est obligatoire dans le cadre d'une SCOP, puisque 25% minimum des bénéfices doivent être reversés aux salariés. Donc du coup, forcément, c'est beaucoup plus motivant. On a envie de rester. Je pense, oui. Je reviens juste un tout petit peu en arrière sur l'accompagnement. C'est vrai que les unions régionales des SCOP accompagnent sur la médiatisation et font connaître leur SCOP, mais je pense que vous avez bénéficié aussi d'un fort accompagnement pour passer du statut de SARL à SCOP et dans la rédaction des statuts qui peuvent être vraiment faits sur mesure en fonction de l'envie des créateurs, que là aussi vous avez eu un sérieux coup de main de la part de l'union régionale? Oui, de toute façon, il faut se faire accompagner par l'union régionale, c'est sûr. Je ne sais même pas si on peut le faire autrement, mais c'est vraiment que des avantages. Nous, on n'a pas vraiment eu l'étape passage en SARL, c'était purement administratif. L'objectif, c'était de créer la SCOP tout de suite. Donc, du coup, cette étape, ça a été fait très rapidement. On a tout de suite, dès septembre, travaillé avec l'union régionale pour passer dès le 3 décembre en SCOP. Donc on discute, on a une espèce de formation
réunion d'information. Donc, comme on était déjà bien informés, ça a été assez rapide. Et voilà. Ensuite, on est accompagné. On a différents points on a des modèles de statut. On a des différents points à trancher. Donc, par exemple, la clé de répartition. Harmonie, merci beaucoup. Juste pour conclure là-dessus, c'est qu'effectivement, le statut SCOP, c'est du sur-mesure. Allez voir les unions régionales des SCOP pour vous faire accompagner et créer en SCOP. À nouveau, merci, bravo pour ce que vous faites. Plein de bonnes choses par la suite. Merci. Et si vous voulez, et parce que vous devez rendre accessibles vos espaces numériques, vous pouvez prendre contact avec Access 42, dont le site qui est accessible est access42.net. access42.net. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez regarder cette émission sur demain.fr. Et en attendant la prochaine émission, que le souffle de la création et que l'esprit solidaire vous accompagne. Au revoir.